tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du podcast Quand c'est l'été. Comment ça va, Guillaume? Ça va super bien. Content de te voir, François. Super! En fait, il se passe beaucoup de choses quand même présentement dans notre industrie. Donc, on peut déjà vous annoncer en début d'épisode que le 7e épisode ne sera pas malheureusement la semaine prochaine parce qu'on va prendre une petite pause, peut-être d'une semaine ou 2 semaines, selon comment la situation présentement du COVID-19 se passe au Québec. Mais inquiétez-vous pas, on va revenir, c'est sûr qu'on va revenir un jour. Mais on a quand même des bonnes positions, Guillaume et moi, dans nos organisations de loisirs. Donc, c'est pour ça qu'on voulait même commencer en vous annonçant que, malheureusement, le prochain épisode ne sera pas dans la semaine à venir. Exactement, parce qu'au moment où l'épisode va sortir le jeudi, on va déjà avoir eu sûrement les grandes lignes de ce que vont être les consignes de la santé publique cet été. Nos organisations risquent de repartir, donc ça va être... on se donne au moins une semaine peut-être aussi pour ajuster nos flux, là, parce que pour l'instant, c'était facile de planifier nos choses à chaque semaine. Mais c'est là peut-être aussi que le podcast va prendre son vrai format aussi en termes de sortie puis de diffusion, là, parce que là, en ce moment, c'était exceptionnel. On était capable de le faire à chaque semaine. Là. Donc, Mais on est super content de la réponse que les gens nous ont donnée. vraiment, Puis honnêtement, c'est pour ça qu'on est rendu au 6e épisode. c'est Et ça. aujourd'hui, c'est quoi notre sujet, Guillaume? Oui, bien aujourd'hui, on parle des camps à besoins particuliers. En fait, c'est des camps qu'on a un peu partout dans la région là, qui accueillent des clientèles avec des besoins assez importants. C'est intéressant parce que c'est depuis le début des épisodes, on parle beaucoup de la magie en camp, ce que les camps permettent de faire vivre aux enfants. Puis je pense que dans les besoins particuliers, ils le font aussi bien que n'importe quel camp dans le régulier. Mais leur réalité, les choses auxquelles ils doivent penser, puis l'engagement aussi, je pense, au niveau humain que ça prend est quand même différent. Donc, c'est un peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Je pense que c'est important de mentionner qu'on aurait pu contacter énormément d'organisations par rapport aux camps spécialisés, les camps à besoins particuliers. Donc, si vous faites partie d'une organisation de camps à besoins particuliers et que malheureusement, vous ne faites pas partie de cet épisode-là, inquiétez-vous pas, on va en faire d'autres. On aurait pu inviter des gens du Centre Normand Éveillé, du Grand Village, de Cité-Joie. On aurait pu inviter également des gens de Notre-Dame de Fatima, même si on fait partie des autres épisodes également. Mais c'est juste pour vous dire qu'on est inspiré par plusieurs organisations et qu'on veut en faire d'autres parce que le monde des camps à besoins particuliers, c'est vraiment des organisations qu'il faut mettre en valeur parce qu'ils font un travail exceptionnel. Exact. Puis aujourd'hui, pour nous en parler, on a Mathieu Noquet, qui est coordonnateur pour la Fondation Papillon, et Charlotte Paquet, qui est anciennement directrice des programmes au camp Massawipi. Donc, on va les accueillir dans la conversation. Bonjour, Charlotte. Allô? Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, Mathieu s'en Yes, vient. certainement. On a très hâte de savoir justement, en savoir un petit peu plus sur vous et sur justement votre travail que vous avez fait dans vos organisations respectives. Donc, est-ce que Mathieu est déjà là? oui, Mathieu Oui, c'est bon, je viens de est là. revoir. On a fait une petite présentation sommaire, là, vraiment sommaire, en fait, vos noms et vos postes actuels ou anciens postes là, dans vos camps respectifs. Mais on aimerait ça, pour commencer, peut-être vous entendre sur votre parcours. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à aller travailler dans un camp à besoins particuliers? Avez-vous fréquenté, vous autres, les camps quand vous étiez jeune? Donc, un peu votre passage dans le monde des camps ressemble à quoi? Je ne sais pas si Mathieu ou Charlotte, là, qui veut commencer. Là. Vas-y, Mathieu, lance-toi. Moi, en fait, j'ai commencé tout jeune dans les camps, donc en France particulièrement. En tant que jeune, j'ai été pas mal sur des camps de jour, de 5 à 9 ans à peu près. Puis après, j'ai laissé ça un peu de côté. Et puis, j'ai redécouvert ça sur des camps de vacances, donc sur des colonies de vacances, comme on appelle ça en France, à partir de mes 16 ans. Et du coup, j'ai pu partir en sac à dos à l'étranger, découvrir un pays avec un groupe de jeunes. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle expérience. Et puis après, donc, en 2007, j'ai commencé ma formation complète en animation. Donc, c'est l'équivalent. Donc, c'est un brevet aptitude formation animation qu'on suit pendant à peu près un an et demi, dépendamment des formations. Puis par la suite, on peut travailler avec tout type de clientèle. Et donc, j'ai vraiment commencé
encadrer tout type de tranche d'âge. Donc, j'ai commencé avec les 3 ans et demi. On a débuté comme ça. Et puis, par la suite, j'ai terminé par encadrer jusqu'à mes 24 ans en France sur sur des camps itinérants, donc avec plusieurs thématiques, avec des adolescents, donc des 15, 16 et à peu près ça. Puis par la suite, octobre 2015, j'ai fait le grand saut. Je suis venu au Canada, donc pour une expérience de 1 an. Puis finalement, la magie a opéré. Puis je suis encore là aujourd'hui. Donc j'ai commencé, moi je suis arrivé ici en octobre 2015. Puis j'ai commencé à travailler pour la Fondation Papillon en décembre 2015, donc directement. Et puis là, j'ai eu la piqûre avec la clientèle à besoins particuliers. Avec les camps en France, on faisait beaucoup d'intégration. Donc, on a eu quand même donc, nous, ce qu'on appelle les camps pluriels, donc avec des personnes en intégration avec un groupe régulier. Donc, j'avais déjà eu une petite expérience, mais vraiment ma grosse expérience de camp avec la clientèle à besoins particuliers, c'est vraiment ici avec la Fondation Papillon. Juste avant qu'on passe à Charlotte, Mathieu, ça prend quand même beaucoup de courage de partir de la France et de faire une carrière en camp. Est-ce que tu savais, en fait, tu disais quand tu es parti ici justement pour 1 an, qu'est-ce qui a fait en sorte rapidement là, que tu as décidé de rester ici finalement? Ben, à la base, moi, je suis venu avec donc c'est un permis vacances-travail. Donc, à l'époque, quand moi, je l'ai eu en 2014, il avait une validité de à peu près 1 an. Donc, tu as comme 1 an pour soit travailler, soit voyager. Et puis, en fait, je suis arrivé, puis je voulais trouver un travail. Et puis, comme j'avais fait beaucoup de camps et puis de l'animation en France, je me suis dit, ben, pourquoi pas trouver un camp. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore vraiment le réseau des camps au Québec et comment c'était vraiment vaste et puis vraiment beaucoup, beaucoup de membres. Donc, en fait, j'ai appliqué pour un poste pour de l'animation pour la saison plus du coup pour l'hiver au Camp Papillon. Et puis là, j'ai eu la piqûre. Et puis par la suite, on m'a proposé un poste pour l'été. Donc j'ai fait mon premier été. Puis par la suite, je suis jamais parti. En fait, j'ai revalidé plusieurs autres visas qui m'ont permis de rester travailler ici. Excellent. Puis toi, Charlotte, de ton côté, j'aimerais ça que tu te présentes. Oui, ben moi, je suis une enfant des camps. J'ai été au camp Claret plusieurs années comme enfant, là, de 7 à 13, 14 ans. J'ai fait des camps musicaux aussi. Puis après ça, quand j'ai eu l'âge, je me suis lancée dans l'aventure d'être monitrice en camp de jour. Puis rapidement, j'ai compris que ce qui me faisait triper, c'était les plus difficiles. Donc, j'ai transféré à un poste d'accompagnatrice dans les camps municipaux de la Beauce. Moi, j'aime la Beauce. Puis après ça, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai travaillé pour le camp du Biodôme comme accompagnatrice aussi. Puis là, venait le temps de choisir ce que je voulais faire de ma vie après le cégep. Puis j'ai décidé d'aller en psychoéducation. Donc là, j'ai commencé vraiment à justement avoir plus la piqûre pour les besoins particuliers, à faire du répit à domicile. J'avais des stages, je travaillais toujours l'été en accompagnement. Puis à la fin de mon bac, j'ai appliqué au camp Massawipi, qui est un camp pour déficience physique. Puis j'ai eu le poste de chef de camp, puis ensuite j'ai été gestionnaire. Là, présentement, je suis en train de finir ma maîtrise, donc je suis en pause, mais ce n'est que pour mieux revenir par la suite. Parce que c'est ça, j'ai vraiment la piqûre des besoins particuliers. Puis, tu as dit que dans ton parcours, à un moment donné, tu as su rapidement que c'est cette clientèle-là qui t'intéressait. Y a-tu quelque chose? C'est quoi qui a fait ce déclic-là? En fait, c'est un jeune en particulier. J'ai encore sa petite face dans ma tête, là, mais c'était plus l'idée de... Ça me faisait comme de la peine d'être monitrice et d'être pas capable de lui donner la chance d'aimer ça autant parce qu'il y avait des besoins qui étaient comme différents. Puis je me rappelle que, tu sais, on est quand même jeune quand on commence à être monitrice. Moi, j'avais un groupe de maternelle, des vraiment gros groupes, c'était intense. Puis le soir, je me rappelle que je m'assoyais au comptoir chez moi puis je parlais à ma mère puis j'étais comme... Là, ça n'a pas fonctionné avec, appelons-le,
collectives. Ça n'a pas fonctionné ici pour telle affaire. Puis j'étais comme obsédée par le fait de je veux qu'ils vivent un bel été, puis comment qu'on va faire. Puis c'était comme le début aussi de l'intégration dans les camps municipaux, des jeunes à besoins particuliers. Donc, on n'avait pas nécessairement de système au camp où je travaillais. Puis moi, ça m'agaçait beaucoup. Puis on m'a dit que depuis ce temps-là, ce camp-là s'est raffiné en termes d'intégration. Donc, c'est bien. Puis je pense qu'effectivement, c'est comme une vague populaire là, en ce moment de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le mieux-être de ces jeunes-là. Mais moi, c'est vraiment ce jeune en particulier que je vais toujours me rappeler, dans le fond, qui m'a donné cette piqûre-là. OK. Puis, juste pour les gens, les organisations dont vous nous parlez, donc le camp Massawipi et le camp Papillon, sont situés où exactement? Le camp On peut Papillon, commencer nous, avec le il camp est Papillon. situé à Saint-Alphonse-Rodriguez, donc dans l'Anneau d'Hyères, à peu près à 30 km de Joliette. Donc, on est vraiment sur une presqu'île en bord de lac. Donc, c'est vraiment un endroit magique pour nos campeurs. Ouais. Puis le camp Massawipi... Une chance que je t'y ai... Excuse-moi. Excusez, le décalage. Oui. Vas-y, Charlotte. Le camp Massawipi, c'est en Estrie, à Cliff, donc un terrain aussi sur le bord du lac Massawipi. Puis il y a aussi, ça c'est un camp de vacances où les jeunes dorment 12 nuits à la fois. Puis il y a aussi un camp de jour à Montréal. OK. Puis le ranch Massawipi, est-ce que c'est dans l'organisation ou c'est complètement différent? Puis, c'est complètement différent. C'est pas du tout au même endroit non plus. C'est comme je pense, à 60 km de différence. Puis ça arrive vraiment fréquemment, les étés qu'on reçoit une jeune qui arrive avec sa selle, puis on est comme, oh, fou, tu t'es trompé de Oh non! de camp. Ouais. Mais non, ça n'a pas du tout rapport. C'est deux organisations différentes. Je pense connaître un peu la réponse à cette question-là, mais les jeunes qui viennent dans vos camps, là, c'est des jeunes de partout au Québec, là. Parce que justement, les deux vos organisations offrent quand même des services spécialisés. Oui. Bien, nous, originalement, il y a vraiment une culture dans l'histoire du camp. Je parle de nous, je ne suis plus dans cette organisation-là, je ne vais pas parler en leur nom, mais le camp. Mais c'est ça, originalement, ça vient ça partit du centre. d'un centre de réadap de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, traditionnellement, c'est la communauté anglophone de Montréal qui va au camp, mais de plus en plus, ils ouvrent leur place à une clientèle de partout. Donc, maintenant, il y a des jeunes francophones, de l'Estrie, de la région de Québec. On avait même un garçon de Sept-Îles cet été qui est venu jusqu'au camp. Donc, oui, de plus en plus, c'est varié. OK. Génial. Et oui, vas-y, Mathieu. Ben non, mais pour notre part, en fait, pour nous, c'est un peu pareil, le camp Papillon. Je dirais que les campeurs, nous, c'est vraiment la région du Grand Montréal. On en a qui viennent vraiment de partout. Là, on a une jeune qui vient chez nous, qui vient de l'État de New York, donc qui fait quand même pas mal de routes pour venir passer son camp chez nous au camp Papillon. Donc, c'est sûr que c'est vraiment large les campeurs qui viennent. Et puis, ce qui est beau, je trouve, c'est qu'il y a des campeurs qui viennent là, mais c'est un peu leur seconde maison. En fait, ils viennent là chaque été depuis tellement de temps que c'est beau à voir. Ils ont leurs repères. C'est vraiment beau à voir. Puis, avez-vous des limites? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Ça, je ne sais vraiment pas. Pour nous, en fait, il n'y a pas de limite d'âge, je dirais. Nous, c'est vraiment réparti par tranche d'âge. Les camps, par contre, c'est pour qu'ils soient comme entre bonnes tranches d'âge, mais on va vraiment de nos plus jeunes ont 3-4 ans et puis notre personne la plus âgée a dépassé les 80 ans. Donc, c'est vraiment un écart d'âge vraiment important, mais nos camps à chaque fois sont répartis. Le premier camp, par exemple, les jeunes adultes, ça va être du 25 ans et plus. Après, on va avoir les adolescents, 13-24, et puis les enfants avec les moins de 13 ans. Donc, ils sont vraiment répartis par degré d'autonomie, par tranche d'âge, pour que justement, ils aient un peu les mêmes centres au niveau de leurs intérêts puis les activités. Ouais. Puis à Massawipi, c'est de petit à 30 ans, mais il y a des campeurs aussi, un peu comme Mathieu, qui ont comme leur close grand-père, là, puis qu'ils continuent à venir même s'ils ont 30 ans et plus. Puis il
il y en a que ça fait des dizaines d'années qu'ils viennent au camp aussi, puis que c'est comme... la première chose qu'on m'a dit quand j'ai été engagée, c'est il y a des campeurs ici que le jour où ils partent, la seule chose qu'ils attendent, c'est le jour où ils vont revenir, puis ça m'avait marqué comme phrase. Ah, C'est vrai, là, c'est vraiment une deuxième maison. Là. Pendant qu'on parle justement de vos clientèles, de vos organisations, est-ce que vous pouvez nous faire un portrait global de c'est quoi un participant à besoin particulier? Parce qu'il y a tellement il y a tellement de variables qu'on peut appliquer à des participants qui vont dans des camps dans des camps à besoins particuliers. On aimerait que les gens qui nous écoutent sachent un peu c'est quoi les particularités qu'un participant pourrait avoir pour être admissible dans une organisation comme la vôtre? Mais je pense que d'emblée, à chacun sa clientèle. Là. Après ça, il y a différentes catégories de besoins particuliers dans le sens où il y a les besoins particuliers qu'on intègre dans un cas régulier. Il y a les besoins particuliers des camps spécialisés. Massawippi, c'est de l'handicap physique, le premier critère. Après ça, il peut y avoir de l'ADI, donc déficience intellectuelle, ou du TSA, trouble du spectre de l'autisme, mais je sais que le camp se garde une réserve sur ce qu'ils sont capables d'offrir de manière sécuritaire, puisque le camp, la mission, c'est d'emblée la clientèle à handicap physique. Il y a d'autres camps qui existent, le Garagona, par exemple, c'est plus justement la déficience intellectuelle, etc. Puis c'est vaste, au camp Massawippi, il y a des groupes un peu externes invités qu'on reçoit, c'est la Société de la retraite du Québec, après ça, il y a des groupes en santé mentale, gériatrie, donc c'est infini, mais je sais que Massawippi, leur clientèle, c'est handicap physique, puis c'est comme ça qu'ils dirigent un peu, qu'ils orientent leur mission aussi. Toi, Mathieu? En fait, nous, pour notre part, je dirais que c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de besoins particuliers dans le sens où chaque personne a ses besoins particuliers. Nous, au Camp Papillon, on accueille vraiment tout type de handicap. Donc, autant de l'ADI, de la déficience physique, du TSA, c'est vraiment tout type de handicap. Et puis nous, en fait, l'été, on a une clinique médicale qui est là en permanence. Donc, les infirmières auxiliaires, nutritionnistes, vraiment, on a une clinique médicale sur place. Donc, nous, au moment de l'inscription, en fait, chaque personne en fait, qui veut s'inscrire, notre infirmière en chef va vraiment, c'est elle qui va avoir la décision de savoir si, OK, il peut venir au camp ou non. Mais en général, nous, c'est vraiment tout type de handicap qu'on accueille. Et puis, nous aussi, comme sur certains camps, on fait de l'accueil de groupes. Donc, l'été, nous, c'est des groupes aussi de personnes à besoins particuliers qui viennent si je au peux camp. partager là-dessus, Guillaume, en fait, c'est que Guillaume et moi sommes des gestionnaires dans des organisations de camps qui ne sont pas catégorisées comme à besoins particuliers, mais il y a quand même des jeunes à besoins particuliers qui viennent dans nos organisations. Guillaume, tu peux-tu rajouter un petit peu là-dessus, justement, sur toi, comment tu accueilles les jeunes à besoins particuliers dans une organisation régulière? Je vais rajouter par la suite. Oui, bien en fait, nous, là, on est un camp de jour municipal, donc on est affilié avec la Ville de Québec. Puis là, toutes les villes, à moins que je me trompe, mais d'après moi, je ne suis pas loin de la vérité, là, toutes les villes ont des programmes, ce qu'on appelle souvent d'intégration ou d'accompagnement. Donc, c'est des jeunes avec différents besoins qui peuvent s'inscrire à nos camps. La plupart des camps, ça fonctionne de la même façon. Donc, le parent s'inscrit, il va me donner l'information sur son jeune. Puis, aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est vraiment un processus, je pense, qui aide l'intégration des enfants et qui est super bien fait. Là. On a de l'information de la personne qui suit l'enfant à l'école, des fois d'un éducateur spécialisé dans les CIUS. Donc, quand l'enfant arrive sur nos camps, dans nos camps de jour, là, on est vraiment bien outillés. Là. On connaît l'enfant. On fait même, dans la plupart des camps aussi, il va y avoir des rencontres avant camp. Donc, entre l'accompagnateur, son jeune qui va être avec lui tout l'été pour dire à l'enfant, pour familiariser l'enfant à ce que va être son été puis avec qui il va être. Donc, ça ressemble vraiment à ça. C'est sûr que nous, il faut comprendre que les programmes d'accompagnement, l'objectif numéro 1 dans les camps de jour, c'est l'intégration. Donc, l'enfant doit être capable de suivre un groupe régulier. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait un été positif. Donc, dépendamment, exemple, je pense que c'est là que les camps à besoins particuliers viennent donner un coup de main au camp de jour ou au camp de vacances parce qu'il y a certaines situations, comme exemple, on parle de déficience
physiques ou des choses comme ça, ben, qui feraient en sorte que l'enfant n'aurait pas une expérience positive chez nous. Mais là, les besoins particuliers viennent. Tu sais, moi, j'ai plus des j'ai des TSA, des troubles de comportement. On a des jeunes de centre jeunesse aussi qui viennent chez nous. Dans la plupart des camps de jour, le profil ressemble à ça, mais quand on va vers une description que les deux vous avez donnée, ben, là, je pense que les camps à besoins particuliers sont vraiment une ressource indispensable. Mais en camp de jour, on est plus dans ce genre de besoin-là. Exact. Ben, c'est pour ça, justement, que je voulais que tu en parles. Je sais que tu es très bon là-dedans. Par rapport aux saisonniers, avant que j'arrive aux saisonniers, le saisonnier était un camp à besoins particuliers, entre guillemets, dans le sens qu'il était géré par la Fondation des Sourds du Québec. Donc, il y avait beaucoup d'accompagnateurs qui parlaient le signer. Toute l'équipe d'entretien était des employés sourds et muets dirigés par un ancien de chez nous. Donc, c'était quand même une organisation qui était quand même assez spéciale à ce niveau-là. Quand la Fondation des Sourds a vendu le saisonnier, à ce moment-là, il a perdu un petit peu cette identité-là parce qu'on ne pouvait plus garantir aux gens qu'il allait avoir un accompagnateur signé. Ceci étant dit, on en accueille encore des jeunes sourds, mais on ne peut pas garantir ça. Et par rapport justement aux besoins particuliers chez nous, c'est sûr et certain que si quelqu'un arrive chez nous, déficience intellectuelle assez sévère, je ne me considère pas quelqu'un qui va donner le meilleur environnement de camp à cet enfant-là. Par contre, je lui propose des solutions si l'enfant veut vraiment venir chez nous. Donc, d'avoir un accompagnateur qui va agir plus en tant que grand frère, grande sœur, qui va le guider. Et d'avoir vraiment, de garantir un éducateur spécialisé pour des jeunes à besoins particuliers aussi sévères que celui-ci, c'est sûr que je vais le référer à une organisation de camp à besoins particuliers parce que je crois qu'ils ont une meilleure expertise pour intégrer ce jeune-là. Parce que nous, quand on accueille un jeune, bien, on veut qu'il rejoigne le groupe. Et c'est sûr, Guillaume, même dans un camp régulier, tu dois avoir des jeunes dans certaines situations qu'ils ont besoin de moments seuls avec leur accompagnateur. Sinon, ils se désorganisent. Oui, c'est sûr. Ben, c'est une animation qui est complètement différente. La relation, tu sais, exemple, le moniteur va être 1 pour 12 jeunes, 1 pour 14, mais tu sais, les accompagnements en camp de jour ou camp de vacances, ça va être un adulte pour un enfant, justement, parce que dépendamment des besoins de l'enfant, c'est une animation qui est complètement différente. Puis, tu sais, le profil, on va en parler avec vous autres aussi, là, le profil des gens qui vont faire ce genre d'emploi-là, là, c'est vraiment des gens qui sont dans la relation d'aide, ils ont de l'intérêt pour ça. Ils trouvent ça justement intéressant des fois d'être capable d'amener le jeune avec son groupe, mais aussi d'avoir des réussites en 1-1, autant sur ses habiletés sociales que d'autres aspects de son cheminement. Fait que oui, c'est une animation qui est complètement différente. C'est quoi les activités préférées de vos clientèles? Mettons là, un participant X que vous avez en tête, que vous avez vraiment hâte de voir. Lui, c'est quoi qu'il va avoir le plus hâte de faire en arrivant au camp? Oh mon Dieu. Bien, je dirais que le fait que souvent les campeurs, ça fait longtemps qu'ils sont là. Un, c'est de revoir tout le monde, c'est sûr. Les gens qui sont là, les moniteurs qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Je sais que notre cuisinier, c'est un pilier aussi au camp Massawipi. Je dirais que l'environnement général, c'est comme le seul endroit où, de par leur handicap physique, ils sont la norme. T'sais, les gens qui n'ont pas d'handicap physique au camp ne sont pas la norme. Nous, on est les employés. Fait que juste d'être là, d'emblée, c'est aussi d'avoir accès à un lac. Ça, c'est vraiment, vraiment particulier pour eux. Nous, au camp, il y a la tradition de lancer des moniteurs dans le lac. Il y a du ski nautique, il y a beaucoup de baignades. Le lac, c'est vraiment central. Donc, je pense que les activités autour de l'eau, pour eux, c'est magique. Oui, puis tu ouvres une porte, là, mais je sais que pour t'en avoir déjà parlé, mais le ski nautique, là, c'est une activité assez emblématique là, chez vous. Il faut comprendre, imaginez-vous quelqu'un qui a des difficultés au niveau motrice ou physique, là, qui est carrément supporté par des moniteurs qui vont être sur l'eau avec lui. Tu vas peut-être vraiment mieux l'expliquer que moi, là. Mais moi, j'ai l'image en tête, là, mais pour le décrire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un beau moment que je pense qui se passe là-bas. Là. Oui, puis c'est surtout de donner accès aux sensations fortes. On parle de cette clientèle-là souvent en disant qu'ils sont fragiles, c'est une clientèle vulnérable. D'accord, c'est vrai, ils ont des vulnérabilités, puis il faut faire attention à leur santé, mais
c'est un défi, je pense. Puis quand moi, je suis arrivée comme gestionnaire, ça m'a trotté dans la tête beaucoup. C'est quoi le bon équilibre entre sécurité et plaisir? Puis pourquoi eux, ils n'ont pas le droit aux sensations fortes? Puis comment on peut leur offrir dans un environnement sécuritaire? C'est des adultes aussi, là. Au camp, il y a une partie que c'est des adultes qui peuvent prendre des décisions. Fait que, ils ont leur mot à dire sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis d'offrir ça aussi, juste le vent dans le visage. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'employé, mon moment le plus marquant dans mon parcours au camp Massawippi, c'est la première fois que je suis embarquée dans le bateau, puis j'ai vu un jeune faire du ski. Puis en plus, c'était un jeune super spastique d'emblée. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'équilibre. Puis je me rappelle d'être comme, aïe, c'est quand même... C'est unique là, qu'on puisse offrir ça. Puis je sais que vous le faites aussi, Mathieu, avec la Fondation des sports adaptés, mais c'est sûr que le ski nautique, c'est sur la bouche des campeurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il faut annuler pour la pluie, c'est le drame. C'est quand est-ce qu'on va le refaire. C'est clair. Oui, c'est sûr que c'est central, ça. Mais pour nous, c'est sûr que je fais un peu du pouce sur ce qu'a dit Charlotte. C'est vrai que quand les campeurs viennent chez nous, c'est ça, c'est leur seconde maison. Donc, ils ont leurs repères, ils connaissent le camp. Donc, c'est vraiment beau de les voir aller comme si ils retrouvaient les repères qu'ils ont eus l'été d'avant. Et puis, nous, c'est sûr que pour les activités, également pour faire du pouce, nous, en fait, notre slogan, c'est un peu « c'est rien n'est impossible ». Donc, vraiment, c'est ça, c'est que on fait les mêmes activités que dans des camps régulier, sauf que nous, c'est sûr qu'on va l'adapter. Mettons, nous, on va avoir un jeune qui est en fauteuil roulant, on va lui faire monter le mur avec l'escalade et on va se mettre à plusieurs pour qu'il monte le mur, mais il va le monter. Puis juste de voir sa réaction à la fin, de voir son sourire, juste c'est OK. On sait qu'on a pris beaucoup plus de temps avec lui pour le faire, mais il l'a fait et juste ça, c'est magique. Mais effectivement, pour le ski nautique adapté, c'est pareil. Là, quand on voit certains de nos campeurs qui le font et à la fin, c'est ça, ils ont soit un sourire, soit ils nous parlent avec leurs yeux ou juste un merci. On sait qu'on leur a fait leur journée ou même leur été au complet avec une activité de 30 minutes, mais c'était magique pour eux à vivre. Donc, c'est complètement fou parce que, admettons, nous, on en vit des moments dans nos organisations avec des jeunes à besoins particuliers, mais comme quand ça l'arrive, là, tout le monde au camp est comme « Oh, wow! » Mais comme chez vous, c'est juste normal que tout le monde vive une énorme réussite à chaque activité. Fait que je trouve ça vraiment remarquable. Honnêtement, bravo. C'est vraiment très chouette. Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet de road trip que vous avez fait avec les participants du Camp Papillon? Oui, alors la caravane Papillon, on l'a fait depuis quelques années. Il y a eu quelques éditions. Donc, en fait, le but, c'est d'amener une clientèle à besoins particuliers, donc qui sont quand même assez autonomes, visiter une région du Québec. Donc, on a fait l'Ontario, le lac Saint-Jean, la Gaspésie, le Saguenay, et puis l'année passée, on a visité les cantons de l'Est. Donc, le but, c'est qu'on part sur le même temps qu'un camp régulier. Donc, nous, c'est les 10 jours de camp au Camp Papillon. En fait, ce temps-là, on le passe à visiter une région du Québec. Donc, on part avec à peu près 9 jeunes. On part avec une infirmière, avec les moniteurs, et puis on prend l'autobus adapté, on prend la route, et puis on part visiter. Donc, c'est vraiment magique pour eux parce que c'est des vacances comme s'ils pouvaient le passer avec leurs parents ou avec leurs amis, sauf que là, en plus, ils sont avec leurs amis du Camp Papillon et puis on découvre ensemble une région. Donc, c'est vraiment magique. Et puis surtout, je trouve que des fois, ça fait un peu changer la perspective des personnes qu'on rencontre pendant notre trip de « Ok, mais vous avez fait ça? Ben oui, mais pourquoi on ne le ferait pas? » On l'a fait avec, c'est sûr, un peu plus de temps. On l'a adapté, mais nos jeunes, ils ont tripé là. Et puis, on a surtout un groupe de jeunes qui repartent chaque année avec la caravane. Donc, ils savent que vraiment, en fait, ils se voient l'été pour partir en caravane. Donc, ils s'entraident les uns les autres. Donc, c'est vraiment très beau à voir. Après, c'est sûr que c'est sûr que ça fait du bien. Et puis, par contre, c'est ça. C'est quand même des personnes qui sont
au niveau de leur autonomie, qui sont quand même capables de faire plusieurs choses par eux-mêmes. Donc, on a principalement de la déficience intellectuelle et puis on a quelques personnes avec une déficience physique. Ouais, puis je trouve l'exemple qui est bon là-dedans, là, puis ça, c'est une affaire que quand j'ai commencé dans mon. Tu sais, je connaissais vraiment pas les besoins particuliers. Mettons, les camps à besoins particuliers il y a 5 ans. Là, c'est qu'en réalité, là, c'est la même chose que n'importe quel camp. La seule affaire, je sais que la seule affaire, c'est que vous prenez en considération leurs besoins, la santé, tout ça est couvert. Et qu'une fois que. C'est beaucoup de travail, là, tu sais, c'est pas pour diminuer, c'est beaucoup de travail. Mais une fois que ça est couvert, votre réflexion à quelle expérience camp ils vont vivre est la même que dans n'importe quel autre camp. Tu sais, ça, c'est quelque chose, des fois, que quand on ne connaît pas, on peut se dire les défis sont trop grands ou non, eux, ça doit être différent, mais pas du tout. Là, dans le fond, c'est la même réflexion au bout de la ligne. Je pense que pour moi, venir des camps réguliers, là, puis arriver dans un camp à besoin particulier, je pense que ce serait de mentir que de dire que c'est le même rythme. Je pense que c'est ça la différence majeure, c'est que le rythme est beaucoup plus lent. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée à Massawippi, j'étais comme, OK, on va faire des sketchs ce soir, il va y avoir des animations tout le temps, des rassemblements, là, on va faire ça, on va déplacer tous les campeurs. Un déplacement dans un camp à besoin particulier, c'est une activité en soi, puis justement, il faut mettre l'énergie ailleurs, fait que le rythme est différent. Mais en termes de c'est quoi un camp de vacances, c'est la même description pour un besoin particulier ou pour un neurotypique. T'sais. Puis après ça, c'est comment justement leur permettre de vivre cette expérience-là dans un rythme différent. Mais ouais, tu as raison, Guillaume. La réflexion derrière est la même. Moi, je l'ai appris un peu à la dure pour l'animation de jeunes à besoins particuliers parce qu'un jour en classe nature, je pense que c'était mon deuxième printemps de classe nature, je me suis fait donner un groupe de jeunes à besoins particuliers, mais avec aucune expérience. C'est sûr que tu as les profs aussi, là, mais tu n'as aucune expérience. Moi, ma béquille pour que ça marche avec eux, c'était de leur parler comme si c'était mes chums, dans le sens que comme s'ils étaient comme mes amis, puis de pas en tout transparaître que je parle à quelqu'un qui est différent de moi, de vraiment faire en sorte, OK, hey, non, on va faire ça, gang, on est capable, tu sais, comme de pas materner ou encore de dire, on va faire attention, tu sais. J'ai eu l'impression qu'ils n'auraient pas aimé ça, puis j'ai l'impression qu'ils ont juste le goût d'être des participants réguliers, d'avoir cette sensation-là. Je ne sais pas si vous pouvez justement me partager un peu votre approche par rapport à vos participants. Ben, c'est sûr que, en tout cas, moi, je le pose souvent en entrevue aux nouvelles personnes qui veulent travailler chez nous de OK, comment tu fais pour, en fait, comment tu fais avec une nouvelle personne qui arrive au camp pour l'approcher, pour lui parler. Et puis souvent, en fait, les candidats réfléchissent, mais je leur dis, ouais, mais ça reste une personne comme toi, comme moi. Ben oui. C'est simplement que cette personne-là a des besoins particuliers propres à chaque personne. Donc le but, c'est vraiment de l'aborder comme n'importe qui que tu croiserais quelque part en camp ou en vacances. Donc, généralement, des fois, ça va les laisser un peu perplexes. Mais après, je dirais que, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment de respecter en fait, la bulle du participant. Donc, vraiment, la première fois que les deux personnes vont se rencontrer, on respecte la bulle et puis par la suite, on va regarder. Parce que généralement, nous, en fait, comment ça se passe avec les moniteurs, c'est que quand ils vont débuter leur camp, donc pour tous les camps, le but, c'est qu'ils essayent une clientèle qui est à chaque camp. Donc, admettons, je vais commencer avec ma première troupe pour le premier camp. Je vais rester avec la même troupe pendant la durée de mon camp. Et puis, par la suite, pour le second camp, je vais changer de troupe. Donc vraiment, le fait qu'ils aient en fait la même troupe pour plusieurs jours, ça va leur permettre de développer un lien vraiment de petite famille. Et puis vraiment, c'est beau à voir de les voir aller comme ça sur la durée. Je pense que du côté du camp Massawippi, nous, ce qu'on disait aussi aux nouveaux employés, c'est que c'est un apprentissage. Puis c'est normal qu'au début, tu ne saches pas. Puis toi, François, tu as eu un bon réflexe, mais
c'est pas tout le monde que c'est inné puis que c'est instinctif, puis ça, c'est pas grave. Puis nous, dans les formations, ce qu'on essaie de faire, c'est justement, en fait, nous, on a Maud Mascotte qui est une jeune femme qui vit avec une paralysie cérébrale, puis qui est entrepreneur, puis elle vient donner une formation sur les do's and don'ts. Puis ça, c'est tout le temps une formation marquante pour les jeunes parce qu'enfin, ils peuvent parler sans tabou, puis savoir qu'est-ce qu'on dit. Puis le vocabulaire des jeunes, après cette formation-là, change complètement. Pourquoi on dit fauteuil motorisé plutôt que chaise électrique. Tu sais, tous ces mots-là que des fois, on ne réalise pas l'impact d'emblée. Puis au début, ça peut avoir l'air intimidant, mais en le prenant bouchée par bouchée, ça devient comme inné. Puis c'est quand même particulier de voir l'évolution de moniteurs dans un seul été, puis à quel point ils deviennent des vecteurs d'accessibilité universelle, puis à quel point ça devient important, mais de manière très diplomatique, puis douce, puis que c'est dans l'accueil. Puis ce qui développe aussi les jeunes, c'est que quand tu as un handicap physique, ça peut venir avec des problèmes de communication, ou du moins des difficultés de communication. Puis comment les jeunes moniteurs apprennent à poser des questions à la personne. Comment moi, je te parle? Est-ce que tu sais me dire oui ou non? Est-ce que quelqu'un qui sait comment je peux t'aider à communiquer, de s'adresser directement à la personne, ça devient comme un réflexe pour eux. Puis, tu sais, même moi, là, quand j'étais gestionnaire, puis que j'étais beaucoup dans le bureau, puis là, des fois, j'arrivais sur le terrain, puis je voyais ça, j'étais comme, aïe, c'est quasiment intimidant pour moi de les voir communiquer avec autant d'aisance, avec chaque campeur, puis c'est graduel. C'est sûr que c'est graduel, puis que c'est un apprentissage en soi. Mais je fais du pouce sur toi pour l'évolution. Là, c'est vrai que c'est très beau à voir. Là, des fois, on a des personnes qui viennent chez nous, qui viennent travailler. Et puis, c'est vraiment leur première expérience autant de camps qu'avec cette clientèle-là. Et puis, tu vois, cette personne-là, donc, quand on commence l'été, puis à la fin de l'été, c'est fou l'évolution qu'elle a faite. Et puis, même elle, des fois, s'en rend pas forcément compte. Mais nous, on le voit. Puis par la suite, on en a beaucoup qui disent « Ok, bah, finalement, je vais peut-être partir en éducation spécialisée ou je veux continuer là-dedans parce que j'ai vraiment découvert ma voie. » Je trouve ça beau de voir l'évolution justement de quelqu'un qui n'a jamais fait ça avec une clientèle à besoins particuliers. C'est vraiment une belle évolution. J'ai des images de jeunes moniteurs qui sont arrivés comme à 17-18 ans chez nous, là, puis en rentrant en septembre, c'est comme si on avait mis la personne dans l'eau de Javel puis qu'on l'avait restarté parce que c'était tellement rendu différent. Puis, tu sais, bien sûr, les parents des campeurs disent merci, mais il y a beaucoup de parents, de moniteurs qui viennent voir et sont comme « Vous avez changé mon gars, tu sais. Il est rendu une autre personne. » Puis c'est vrai que c'est marquant comme expérience. Puis nous aussi, effectivement, il y en a qui arrivent et qui ont des intérêts complètement différents que la relation d'aide. Puis finalement, ils vont en éducation, ils vont en TES, ils s'en vont dans des formations spécialisées, puis ça, c'est beau, là. C'est vraiment... En tout cas, moi, c'est une des choses qui me touche le plus dans ce milieu-là. Vas-y, Mathieu. Non, mais juste ce qui est beau à voir, je trouve, c'est que nous, on leur dit généralement au moment des formations, donc avec les formations qu'on leur donne, on leur explique qu'à la fin de chaque camp, que vous allez pleurer. Et puis là, ils ne comprennent pas forcément pourquoi. Ils se disent « Ah, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de sensible. En tout cas, moi, je ne vais pas pleurer. » Et puis là, on les voit à la fin du camp, au moment où les campeurs partent avec les autobus ou que les parents viennent les chercher. On voit nos moniteurs et nos monitrices qui sont tous en larmes parce qu'ils voient leurs campeurs partir. Et ça, je trouve ça vient nous chercher parce qu'il dit « Waouh !» Parce que du coup, chacun a vraiment a su vraiment se connaître, autant le campeur versus le moniteur avec. Je trouve ça très beau à voir. Je me demandais par rapport à ce que vous décrivez, là, vous avez parlé de formation puis de comment vous présentez l'expérience de votre camp à votre staff, là, mais avant que ce soit votre staff, là, comment vous faites pour bien de donner un réel portrait de ce que va être son été? Puis j'explique mon idée. Là. Exemple, moi, j'ai des accompagnateurs chez nous depuis que je connais les camps à besoins particuliers, là, mettons depuis 2-3 ans. Quand j'ai des accompagnateurs qui sont vraiment bons pendant un été, puis que je sais qu'ils veulent faire ça de leur carrière, bien souvent, je leur lance une pêche en disant « Hey, tu devrais regarder, tu sais, là, on est à Québec, mais tu devrais regarder à Cité-Joie ou au Grand Village à Saint-Nicolas. Tu sais, d'après moi, tu pourrais aller chercher quelque chose de plus. » Puis tu sais, souvent, j'ai l'impression que leur perception de ce qu'est le travail dans un camp à besoins particuliers est exagérée. Tu sais, ils voient ça
y a comme une. C'est normal, je pense qu'il y a de l'inconnu, il y a de la mauvaise information peut-être, mais qu'ils ont une crainte qui est plus grande que ce que c'est réellement. Tu sais, oui, je pense que le besoin humain, puis les petits détails, puis tout ça, c'est autant exigeant en besoin particulier qu'en camp, c'est juste différent. Mais comment vous accrochez votre staff, même avant que vous les engagez pour dire que tu es capable de le faire, c'est accessible. Je pense que vous êtes des super vendeurs pour l'expérience positive, mais la partie réelle, comme ça va vraiment être ça, comment vous l'abordez, comment vous venez les chercher là-dedans? Bien, honnêtement, nous, dans les processus d'entrevue, ça s'est raffiné avec le temps, là, mais le but, c'est d'être transparent à 100%. Fait que de parler des soins, de parler du changement de culotte, de parler de l'alimentation. Puis, tu sais, ce que c'est rendu quasiment que c'est nous qui nous vendons là, en entrevue, là, vous le savez sûrement. Ouais. Puis nous, on avait préparé des visuels avec des photos de c'était comment les installations et tout. Puis ce qu'on renforce beaucoup, c'est je sais que ça peut paraître intimidant. Puis si tu me disais que c'était pas intimidant pour toi, là, je serais plus inquiète. Puis on va te l'apprendre. Tu vas partir de zéro. Moi, quand je suis arrivée, je suis partie de zéro. Je savais rien faire de ça. Puis tu vas l'apprendre tranquillement. Puis à la fin de l'été, c'est même pas de ça que tu vas te rappeler. T'sais. Ça va devenir comme naturel, puis on est là pour t'accompagner. Puis tout l'été, tu vas avoir du support, tu vas avoir une équipe, tu vas avoir des anciens. Et c'est comme ça, en leur disant la vérité, puis en leur disant qu'ils vont l'apprendre, puis que finalement, c'est pas de ça que les anciens se rappellent. Les anciens, ils reviennent pas pour les soins, ils reviennent pour l'expérience, puis les soins, ça fait partie de l'expérience. Okay. Mais moi, ce que je trouve exceptionnel, ça va? Ouais, OK, excusez. Mais ce que je trouve exceptionnel dans vos organisations, OK, c'est qu'on le dit là, dans les camps, comme n'importe qui va travailler dans un camp va changer, va avoir plusieurs perceptions qui vont changer dans ses habitudes et tout. Mais dans un camp spécialisé, un camp à besoins particuliers, j'ai vraiment l'impression que n'importe qui passe chez vous a tout simplement une meilleure vision de c'est quoi une personne qui est différente, qui a un handicap physique, qui a un handicap intellectuel. Si tout le monde dans la vie faisait juste 1 an dans un camp à besoins particuliers, c'est sûr que les préjugés sur les personnes qui ont des besoins différents seraient clairement atténués. Là. En tout cas, de ce que j'entends, de ce que vous me dites, là, ça change vraiment les gens encore plus que dans une organisation de camp régulier par rapport à leur vision des gens différents, tout simplement. Mais c'est quoi ta réaction là-dessus? Ben, en fait, c'est que j'allais vraiment c'est compléter, Charlotte, parce que c'est sûr qu'au niveau du processus d'embauche, comme on l'a dit, il faut vraiment être transparent. On leur explique tout de A à Z. OK, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ci. C'est vraiment important pour pas qu'ils aient comme d'arriver sur le terrain le premier jour du camp, ils disent OK, mais je ne pensais pas qu'on faisait ça ou je ne le savais pas. Donc, nous, c'est ça, on est vraiment très transparent sur les soins. C'est sûr que les changements de culotte d'incontinence, faire de l'aide pour manger le campeur, pour l'aider à aller aux toilettes, à la salle de bain. C'est sûr que c'est des choses qu'ils vont l'apprendre en formation. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est vraiment laissez-vous en fait le temps. Parce que généralement, ils se disent OK, ben, ce n'est pas fait pour moi, je quitte. Ouais, mais est-ce que tu t'es laissé le temps pour OK, ben, je vais faire ça mieux la prochaine fois ou comment vraiment je peux le faire? Et nous, on leur dit attendez vraiment le 3e jour du camp. C'est-à-dire que pendant 3 jours, c'est sûr que ça peut changer de vos habitudes. Ça peut être la première fois, ça peut être c'est ça, un saut vers l'inconnu. Mais en 3 jours, vous allez passer par tous les stades. Vous allez voir, il se peut que ce soit dur. Vous allez vivre des moments un peu plus durs, des moments de joie. Mais au bout du 3e jour, vous allez prendre le rythme et puis ça va bien aller. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est là en permanence pour eux. Donc, c'est sûr qu'on leur donne de la formation sur le temps de formation qu'on leur donne. Mais après, une fois que le camp est lancé, on est tout le temps sur le site avec eux. Donc, en fait, on fait tout le temps de la formation avec eux. On préfère qu'ils viennent nous voir pour dire OK, ben, je pense que là, j'aurais besoin de ton aide. OK, ben, je vais venir t'aider. On va le faire ensemble. Et puis, la prochaine fois, tu vas avoir plus peut-être l'habitude ou les connaissances pour le faire par toi-même. Donc, c'est sûr que je pense que c'est aussi pour eux peut-être rassurant de savoir que ben, autant les gestionnaires sur le site que les encadrants sont là à tout moment pour les aider. Puis, vous l'avez un peu dit dans un autre podcast, mais
ce serait faux de dire qu'est-ce qu'on leur demande, c'est facile. Là. C'est pas facile. C'est pas facile, puis ils sont épuisés. Puis tu l'as dit un peu, François, tantôt, tu as dit, nous, quand on vit un moment émotif avec un campeur à besoin particulier, c'est comme le moment d'une session, puis là, il y en a à tous les jours. Puis c'est ça, c'est que non seulement physiquement, c'est difficile, au niveau de ton intégrité personnelle, c'est difficile parce que tu fais des choses que tu pensais pas que tu allais faire un jour. Puis en plus, au niveau émotif, ben tu vis aussi pas mal de montagnes russes. Puis surtout que des fois, la personne à qui tu fais les services, ben elle a ton âge, ça pourrait être toi, c'est par hasard qu'elle a un handicap physique, fait que ça tourne dans ta tête. Puis de dire ça aussi, d'être comme, écoute, vous allez en vivre des choses, puis d'être présent d'être prêt à les rattraper, ces jeunes-là, quand ils sont plus capables, parce que ça arrive. Là. Puis on leur dit aussi pendant les formations, vous avez le droit de ne pas être capable un matin. Vous avez le droit un matin là, d'être tanné, là, puis de ne pas avoir le goût. Puis ça fait partie de l'aventure de la chose. Puis nous, on va être là pour vous accueillir. Puis il y a beaucoup de... Tu sais, dans la structure du camp, il y a beaucoup d'échelles. Là. Il y a beaucoup de il y a un chef de cabine. Eux, il y a beaucoup de postes. Après ça, il y a un coordonnateur. Après ça, il y a le chef de camp. Puis ils ont plusieurs points de repère. L'équipe d'infirmières aussi est là. Donc, c'est important de leur donner l'espace de tomber puis d'être plus fatigués aussi dans ce processus-là. Puis, Charlotte, tu m'allumes sur de quoi, là, puis j'aimerais ça avoir votre avis là-dessus, mais tu sais, je pense que ces défis-là, tu sais, quand on parle des emplois de moniteur, tu sais, qu'on dit que c'est pas nécessairement... autant que c'est facile, c'est difficile, mais pour moi, en fait, c'est aucun des deux. C'est juste ce que c'est. Puis, tu sais, vous l'avez vraiment bien nommé, Mathieu aussi, là. Tu sais, je pense que l'important, c'est d'être transparent. Puis, il ne faut pas sous-estimer à quel point les gens veulent des défis. Faut pas croire qu'ils ont peur puis qu'il faut les prendre par la main. Puis que, en tout cas, moi, depuis que je suis 100% dans mes processus d'embauche, là, les gens, ils veulent juste avoir le vrai portrait puis ils veulent savoir ce qui va ressortir de ça. T'sais. Mais d'avoir un discours que moi, mais c'est aussi difficile. Je pense que dans notre discours, puis je pense que vous le représentez bien, c'est pas que c'est facile ou difficile, c'est ce que c'est. Puis on va mettre tout en place pour être là pour toi, mais voici dans quoi tu t'embarques. T'sais. Oui, c'est vrai. Puis souvent, tu sais, en entrevue, finalement, on leur raconte tout ça, puis là, les yeux, ils se mettent à pétiller, puis je suis comme, je viens de te dire que tu vas changer des culottes, puis que tu vas donner des douches à des adultes, puis tes yeux, tu sais, ils ont le goût, là. Sinon, ils n'embarqueraient pas dans la... Je veux dire, ils ont 1000 autres endroits où aller travailler, fait que je sais qu'une fois qu'ils ont dit oui, puis qu'ils mettent les pieds sur le camp, c'est parce qu'ils ont le goût de le faire, puis ils ont le goût qu'on leur montre comment faire, puis ils ont le goût d'apprendre, puis effectivement. Et puis, ce qui est vraiment impressionnant, on parlait de l'évolution un peu plus tôt au niveau des moniteurs, mais de faire vraiment tout ça, en fait, d'être le bras droit de la personne que tu encadres, eh bien, je trouve que pour certains, ça va les responsabiliser, ça va leur donner vraiment un certain niveau au niveau de leur autonomie. Tu dis, OK, mais quand moi, je l'ai passé en entrevue, j'avais vu ça un peu, mais là, il est quand même en train de monter, puis il termine l'été, tu te dis waouh, ok, mais je me suis pas trompé sur mon processus là, c'était quand même. Donc c'est sûr que je trouve ça impressionnant de les voir aller au fur et à mesure de l'été où ils prennent plus, ils sont plus au niveau de leur. Je trouve pas le mot là, mais c'est au niveau de leur évolution, c'est quand même très impressionnant. Et on en jasait justement avec Éric et Stéphane que ce qu'on fait, on change des vies. Justement, comme vous dites, tu sais, on le dit en entrevue, c'est sûr que vous allez changer des couches, tout ça, mais le principe de changer des vies, c'est que si on le dit, il est tellement abstrait que là, les gens vont attendre, bon, quand est-ce que je vais changer de vie? Mais comme on l'a dit justement dans le dernier podcast, ben, tu ne le sauras pas tout de suite, tu vas le savoir vraiment dans le plus tard. Puis c'est quand même assez abstrait à expliquer à un jeune étudiant qui vient travailler chez nous pour vivre ce genre d'expérience-là. Puis si j'avais... vas-y, François. Non, vas-y, je cherchais une autre question. OK, bien, si j'avais à vous demander, par exemple, à l'inverse, là, dans ce que vous avez vécu comme expérience, qu'est-ce qui a été le plus... qu'est-ce qui est plus difficile à... Je ne sais pas si gérer le bon verbe, là, mais qu'est-ce qui est une partie, par exemple, de ce travail-là qui est peut-être plus difficile ou qu'on sous-estime peut-être ou qu'on ne connaît pas? Tu sais, je pense qu'on a nommé des choses qui sont quand même évidentes, là, l'expérience positive, le développement, l'émancipation des moniteurs, des participants,
Tu as parlé de vecteurs d'accessibilité aussi des moniteurs, mais à l'inverse, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, qu'on ne connaît pas, qui peuvent être difficiles ou faciles, mais qui est plus inconnu de ces camps-là? Hmm. Ah, c'est tellement une bonne question. Moi, je te réponds en disant, le jour où j'ai mis les pieds en ma salle de pied, une chance qu'on m'a pas dit le nombre de choses que j'avais à calculer quand j'allais prendre des décision parce que j'aurais paniqué. Okay. Je pense que ça, c'est un peu ça, c'est l'idée que chaque activité que tu mets en place, souvent, tu as comme un peu un rôle plat d'être comme fun, activité, camp, cool, mais sécurité. Puis pour moi, la réflexion entre les deux, le débat interne, c'est ça le plus compliqué. Puis c'est ça qu'on oublie peut-être. En tout cas, des fois, j'ai tellement eu le rôle ingrat de voir mes animateurs arriver puis d'être comme on veut faire ça, 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 puis de leur dire non. Ben c'est sûr que ça, c'est difficile, puis on oublie cette partie-là. Puis de calculer, OK, si par exemple on prend le ponton puis qu'on va au parc, est-ce qu'il va y avoir un endroit pour changer les culottes? Est-ce qu'il y a une rampe pour entrer à la salle de bain? Est-ce qu'en cas d'urgence, les infirmières peuvent revenir rapidement? Est-ce qu'on a apporté telle chose? Est-ce qu'on a compté? Puis tout ça, puis le temps que ça prend pour chaque décision, ben c'est sûr que je pense pas que mes animateurs sont nécessairement au courant de toute la réflexion derrière. C'est pas leur rôle, puis c'est correct, mais c'est peut-être cette partie-là qu'on oublie des fois. C'est sûr que moi, je ferais du pouce sur une simple activité où tu dis, OK, ce midi, je ne mange pas à la cafétéria, je vais manger sur le terrain vert. C'est ça, pour les moniteurs, c'est comme, oh, bah, on va manger à l'extérieur de la cafétéria. Mais toi, derrière, c'est ça, il faut que tu prévois, OK, est-ce que j'ai tout fait pour que l'activité se passe le plus sécuritairement possible, que les jeunes aient du fun, mais ça, en gros, personne ne le voit, sauf toi qui es derrière et qui a mis vraiment beaucoup de temps à organiser ça, alors que pour certains, c'est comme, oh, on va juste manger à l'extérieur de la cafétéria. C'est pas, non, ça se prévoit de A à Z. Ouais. Mais je dirais que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est le nombre de temps qu'on donne. C'est quand même impressionnant sur l'été. Des fois, on starte la journée vraiment très tôt. Et tu te rends compte que la journée, elle se termine, mais tu as vécu plein d'autres journées dans ta journée, parce que, en gros, ça fait juste 24 heures, mais tu as vécu tellement d'épisodes dans ta journée, tu fais, OK, c'est comme si j'avais vécu 3 jours en une journée, mais effectivement, je trouve que des fois, quand les candidats arrivent en entrevue et qui posent la question sur, OK, mais c'est combien d'heures, comment ça marche? Je trouve ça, à chaque fois, c'est difficile de répondre parce qu'on sous-estime le temps qu'on donne parce que on vit tellement de choses en camp de vacances et en plus, avec notre clientèle à besoins particuliers, on en vit autant. Donc, je trouve ça difficile de quantifier les heures qu'on donne pendant l'été pour le staff. Puis je rajouterais que c'est aussi difficile d'être gestionnaire d'une clientèle à besoins particuliers sans être quelqu'un à besoins particuliers. Comment moi je fais pour anticiper à quel point c'est le fun ou sécuritaire l'activité si je connais pas ça? Moi, je le vis pas. Fait comment je fais pour prendre des décisions pour cette clientèle-là? Comment on fait pour les impliquer tout en justement que ça soit pas trop long, chaque décision? Comment que... Fait que, tu sais, d'espèce d'avoir le regard pour quelqu'un qui ne le vit pas soi-même à tous les jours, bien ça, c'est discuté. Il faut être patient, puis il faut être indulgent envers soi-même parce que des fois, tu as une idée, puis là, tu dis à ton équipe, OK, on fonce pour cette idée-là, on fait ça. Là, l'équipe va voir son équipe, qui va voir son équipe, on met tout en place, on passe des heures, puis finalement, ça flotte parce que ça ne répondait pas aux besoins. Mais tu sais, d'essayer de calculer qu'est-ce qui correspond à leurs besoins, bien, des fois, ça peut être compliqué. Mais pour rebondir là-dessus, pour la question du temps, ce que je trouve aussi, c'est que des fois, on a des candidats qui veulent avoir comme une structure de la journée, mais comme on l'a dit plus tôt, en camp de vacances, avec une clientèle à besoin particulier, tu prends le temps. Donc, c'est sûr que le rythme est beaucoup plus lent. Donc, des fois, sur les premières journées, sur les premiers camps, tu vois des personnes qui sont comme un petit peu perdues parce que ce matin, on avait prévu, j'ai 2 plateaux d'activité le matin et 2 plateaux l'après-midi, mais finalement, j'en ai juste fait une partie du premier
Après, j'ai dû retourner au pavillon parce qu'il fallait que je change de mon campeur. Je suis reparti, mais l'activité était terminée. Donc, je trouve que des fois, c'est ça aussi qui est un peu une zone grise, c'est de dire il va falloir que tu réapprennes à réorganiser ton organisation, mais avec un rythme beaucoup plus lent. Moi, avec une ancienne collègue, on avait un inside où on disait à chaque matin, brrr, on tournait la roue de qu'est-ce qui va nous arriver ce matin puis qui va flopper l'horaire du jour. Puis, tu sais, des fois, c'est des choses tellement inusitées que tu n'aurais pas pensé. Juste à, moi, l'idée qu'un fauteuil manque de batterie au camp alors qu'on est à l'extérieur de la zone de service du CIUS puis qu'on n'a personne à qui appeler pour une batterie puis que la batterie de recharge est à Montréal avec le parent qui est en vacances. Mais juste ça, tu ne peux pas vraiment l'imaginer, puis de penser l'ampleur des choses qui peuvent arriver, ben ça, ça donne des très belles anecdotes, mais c'est aussi, en termes de gestion, c'est un défi parce qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais j'imagine que, par exemple, c'est ce qui vous motive / intéresse un peu aussi, cette résolution-là de problème, de comme, Charlotte t'a parlé du comment, tu sais, j'ai pas de balise, mais en même temps, c'est cette volonté-là de bien faire les choses, j'imagine, qui vous guide un peu, là. Ben oui. Ben oui. Puis c'est sûr qu'une fois que tu prends goût, c'est comme ça devient ton dada, là. Tu sais, après ça, moi, j'ai tout le temps... Après mon premier jour au camp, j'ai tout le temps recherché à être en contact avec cette clientèle-là. Puis c'est des gens qui ont tellement une belle candeur et une simplicité puis une douceur, puis qui, finalement... Moi, j'aurais donné beaucoup de mon temps et d'énergie à travers les années où j'ai travaillé là, mais en retour, j'ai reçu tellement. Puis c'est ça aussi, c'est que de trouver une résolution de problème pour quelqu'un qui te redonne autant juste par « elle t'a fait oui ce matin », puis ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je sors du sujet, là, mais de voir un moniteur qui arrive là, avec le campeur puis qui dit « elle m'a dit oui ce matin et j'ai compris », là, tu sais, je donnerais ça pour rien au monde, là, c'est des moments simples puis qui, malgré tout le travail, valent vraiment la peine. T'sais. J'ai l'impression que vous célébrez vraiment toutes les petites victoires aussi. Là, je veux dire, comme vous voyez le participant à ce niveau-là. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que dans une organisation de camp, on a tous des problèmes à gérer puis on a tous des casse-têtes à régler. Oui, mais clairement, quand dans la vie, tu t'attends à faire, tu sais qu'est-ce que tu vas faire de 8 à 4, puis de cette manière-là, tu es heureux. Je pense pas que travailler dans un camp à besoins particuliers, ça soit l'idéal pour quelqu'un qui a le goût que ça soit tout le temps comme il sache d'avance qu'est-ce qui va se passer. Là. Déjà qu'il y a des imprévus dans une organisation de camp régulier, j'imagine même pas toutes les épreuves que vous avez à affronter dans une journée dans vos organisations. Là. Ça doit être assez spectaculaire. Mais tu vois, c'est sûr que les petites victoires dont tu parles, là, en tout cas, bah, c'est pour moi, je sais que je compte pas mes heures pour organiser. Et quand tu vois que l'activité que tu as passé tellement de temps à mettre en place, elle dure 5 minutes, mais pour le campeur, il a tellement eu de fun et tellement eu de… Ouais. Ok, ben, j'ai peut-être passé 3 jours à organiser ça, mais ça vaut largement les 5 minutes qu'il a. Et puis, tu vois, ce que je trouve aussi qui est gratifiant et que je suis très reconnaissant pour ça, c'est que les campeurs et les campeuses, ils savent qu'ils ont un besoin particulier, mais pour toi, tu vas le voir, leur besoin particulier, mais eux, c'est comme si c'est comme ils ne l'avaient pas, et puis ils te donnent une nouvelle vision, parce que toi, tu es comme, ok, mais je ne peux pas faire ça, et puis en face, ton campeur, il te dit, oui, mais pourquoi on l'adapte. C'est comme, je trouve qu'au niveau de ta réflexion, des fois, de côtoyer justement des personnes à besoins particuliers, ça va te faire réfléchir, mais totalement autrement que la façon dont tu réfléchissais avant. Et puis, je trouve que c'est très beau parce que, comme l'a dit Charlotte, ils ont un amour inconditionnel. Ils donnent tellement, ces personnes-là, que des fois, tu reçois ça et tu fais « Waouh, ok, c'est parce que pour eux, ce qu'ils ont vécu, c'était tellement sensationnel que pour toi, ça peut te paraître normal, mais pour eux, comme le ski nautique adapté, mettons, ils le font pas à chaque fin de semaine. Là. Donc, quand vraiment eux le font et qu'ils ressortent, tu fais ok, waouh, ça fait ma journée. Donc, c'est sûr que les petites victoires, c'est ça. Un campeur qui arrive à parler avec son campeur ou avec sa campeuse, tu fais. Et puis qu'il est vraiment super content.
Je fais, OK, ben, effectivement, c'est vraiment une petite victoire, mais pour eux, c'était… Oh, On a perdu on Mathieu. vient de perdre le cœur papillon va nous revenir. Ah, OK. C'est bon, c'est Non, mais revenu. ce que j'allais dire, en fait, c'est que oui, 3 jours d'organisation, oui, une semaine d'organisation pour s'assurer que tous les protocoles soient bien implantés, qu'on soit prêt à réagir. Mais pour moi, c'est pas beaucoup de temps pour marquer à vie des gens. Mm. Comme c'est vraiment, c'est si peu de temps pour que justement, tu sais, comme tu nous as raconté ça, ça a pris 15 secondes, mais j'ai l'impression que toi, tu vas t'en rappeler toute ta vie, puis ça se voit dans la manière dont tu l'expliques, puis ça se voit dans tes yeux quand tu parles à la caméra, tu sais. Je pense que c'est ça, il n'y a aucun salaire qui va pouvoir te donner ça. Ouais, puis si je reviens au rythme là, des camps, moi, c'était confrontant au début parce que des fois, je prenais une journée là, dans la vie d'un campeur, puis j'étais comme, mais ça, ils n'ont rien fait aujourd'hui. Mais ça, mais ça, ils ont juste été manger, transition, petite activité. Mais ça, que overall, ils n'ont rien fait, mais finalement, non, c'est pas vrai. T'sais. Finalement, eux, ils ont descendu la côte en chantant une chanson, puis ils ont fait des choses. Puis, c'est pas pour diminuer ce qu'ils sont capables de faire, c'est que finalement, ils t'apprennent aussi, toi, à peut-être diminuer tes attentes, à peut-être prendre un jour à la fois, à peut-être apprécier à la valeur pure c'est quoi d'être assis sur le bord d'un lac puis de regarder des moniteurs s'arroser, tu sais. Puis ça, c'est ça aussi qui vient, je pense que de là, l'apprentissage pour les moniteurs. Puis, tu sais, on parlait d'évolution, mais on y revient souvent. Mais moi, souvent, je surprends des moniteurs à me dire, puis là, la campeuse, elle m'a dit telle chose. Puis là, après ça, mais la campeuse est non-verbale, puis elle parle pas, puis elle a pas dit quelque chose. Mais il y a quelque chose qui transcende la communication, puis qui devient vraiment dans les petites choses, les petits mouvements, les petites blagues. Puis ça, c'est tellement reposant. Puis c'est sûr qu'après un été, les moniteurs sont fatigués, là, sont épuisés morts, mais ils sont aussi très, très enrichis de tout ça. Ouais, puis je pense que c'est une leçon qu'on aurait à avoir, je pense, des fois dans les camps de jour, tu parles du temps, là, dans les camps de jour, dans les camps de vacances. Ouais. Tu vois, j'avais jamais. Tu amènes un point que j'avais même pas réalisé, mais à quel point nous, ça je le savais, à quel point nous, c'est comme la prog, il y a des heures, tout ça, mais tu sais, je pense que tu amènes un vraiment bon point de comme il faut se rappeler aussi qu'est-ce qui est important. Là. L'objectif du camp, c'est-tu le 15 minutes qui vont descendre la côte, qui vont chanter des chansons, est aussi valable que mon obsession à faire OK, là, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, il faut qu'ils prennent leur collation. Je pense que ça est bien plus important que des fois notre obsession à tout proguer. Je pense que le meilleur exemple pour ça, pour moi, c'est les douches. Parce qu'au camp, quand je suis arrivée, encore une fois, j'étais comme, pourquoi il y a 1h30 de douche? Ça se peut pas. On ne fera pas 1h30 de douche. Qu'est-ce qu'on fasse d'autre de l'après-midi? Ils vont juste prendre une douche, tu sais. Puis oui, ben, des fois, ils prennent juste une douche, mais écoute, le shower party, là, le karaoké, la musique, de faire semblant qu'on s'est trompé de souliers puis de mettre les souliers d'un campeur sur l'autre, ça devient une activité en soi. Puis après ça, ils sont chill, ils sont reposés, ils sont contents. C'est ça qu'ils veulent, tu sais. Ce qu'ils veulent, là, c'est être au camp, puis être bien, puis que tout le monde soit en sécurité. Puis c'est ça l'essence du camp. Fait que c'est ça. C'est vrai que c'est une belle leçon à apprendre. Puis pour moi, ça a été choquant au début. J'étais comme là, il faut que les moniteurs ils prennent la douche en 45 minutes, puis ben non, ils n'apprendront pas en 45 minutes leur douche. Et puis, On a tellement le goût. vas-y Mathieu. En fait, ce qu'il faut pas oublier, j'en ai un peu parlé au début, mais c'est que pour certains, c'est comme leur seule sortie de l'année. Donc, ils veulent vraiment être en vacances. Donc, le but, c'est pas de les bousculer, c'est pas de leur dire OK, demain, on fait ça, 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 ça. Non, eux, c'est les vacances. Donc, comme l'a dit Charlotte, juste être sur le bord de lac pendant 3 heures, ils aiment ça. Là. Donc, c'est vraiment le fait de prendre le temps avec eux. Ouais. Non, ce que je disais, en fait, c'est qu'on on a donc bien tout le temps cette opinion-là dans les camps de jour, plus précisément, parce que moi, je suis un camp de jour pas un camp de vacances, mais on a tout le temps cette impression-là, ah bon, si les jeunes ils ont des temps morts, là, ils vont se désorganiser, puis là, ils vont dire à la maison qu'ils n'ont rien fait tel moment dans la journée. Mais honnêtement, je pense que ça serait une bonne leçon pour nous de plus suivre les modèles de camp à besoins particuliers, parce que ça nous permettrait d'être plus libre, plus de prendre le temps vraiment de prendre des moments de qualité.
Pour vous donner un exemple, en fait, moi, je conseillais à mes animateurs en camp de jour de faire un feu avec leurs jeunes sur l'heure du dîner parce que ça allait leur donner un moment entre eux pour discuter, pour en apprendre un petit peu plus sur les autres. Tandis que j'avais l'impression, des fois, qu'il y a des gens qui faisaient leur semaine puis qu'ils étaient vraiment comme « Ah, on fait plus d'activités possibles, ça va être vraiment cool. Les jeunes, après ça, ils vont arriver à la maison, vont compter plein d'affaires. » Mais honnêtement, dans les groupes qui avaient le plus de plaisir, ils prenaient des pauses puis ils étaient capables de mieux se connaître aussi entre eux. Là. Moi, je vous lève beaucoup mon chapeau parce que ça m'a aidé d'avoir une autre vision aussi avec mon équipe avant. Mais aujourd'hui que je vous parle, ça me le prouve. Puis de là, l'intérêt de faire des échanges de moniteurs aussi entre camps neurotypiques puis camps à besoins particuliers, là, ça, c'est une belle idée qui devrait être exploitée parce que des fois, nous, d'avoir quelqu'un qui ne vient pas d'un camp spécialisé, c'est tellement rafraîchissant parce qu'on dirait qu'il justement, il arrive avec une naïveté qui nous fait du bien. Puis à l'inverse aussi, ça donne peut-être l'idée que l'horaire puis la prog, ben, on peut peut-être utiliser des moments en soi plus relax puis ça va être correct aussi. Le temps file un peu, les amis, ça passe tellement vite. Honnêtement, Ouais. c'est vraiment des bonnes discussions. Puis j'ai l'impression qu'on est vraiment tous interpellés par le sujet. J'aimerais ça vous poser une question par rapport à votre organisation, dans le sens où présentement, aujourd'hui, en 2020, admettons qu'il n'y avait pas de COVID, là, ça serait quoi le plus gros défi de l'organisation dans les années passées, en fait? Qu'est-ce qui a été les plus dures épreuves à passer à travers par rapport à la réalité de votre organisation? Ben, je pense que je On peut vais parler le de... recrutement parce que, Ouais. honnêtement, on sait là, que c'est une réalité dans tous les camps, puis les besoins particuliers encore plus. Puis il y a différentes raisons pour ça. C'est vrai que peut-être qu'il y a certaines clientèles qui est moins attirée, etc. Mais il y a aussi l'idée que nous, nos campeurs ne deviendront pas nos moniteurs. Fait que le recrutement doit se faire tout le temps à neuf à chaque année. Donc, c'est sûr que, nous, un moniteur qui n'est pas là, c'est un campeur qui ne peut pas venir, à peu près. Ouais. Parce que c'est du 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3. Puis encore une fois, je ne vais pas parler à leur place, c'est quoi leur défi actuellement, mais je pense que le recrutement, ça a tout le temps été au centre de nos discussions. Comment qu'on va faire si on n'arrive pas? Puis de dire non à un campeur parce qu'on n'a pas engagé un moniteur, c'est vraiment crève-cœur. Puis c'est sûr que c'est un enjeu majeur. Puis ça nous... c'est ça. Puis vous en parliez aussi là, sur le podcast de comment on va faire pour repenser à ça. Est-ce que ça va être de donner des contrats partiels? Est-ce que ça va être de... Ça, c'est sûr que c'est un enjeu majeur. Oui, puis rapidement, je pense que les besoins particuliers, on en a parlé dans un autre podcast, mais je pense que les besoins particuliers devraient, moi, mon cheval de bataille de la job en camp devrait être reconnu dans un cursus scolaire X, Y, Z, mais je pense que les camps à besoins particuliers, bien avant les autres types de camps, devraient être reconnus dans un cursus scolaire parce que juste au niveau des soins appliqués aux participants, ça équivaut à plein de choses qui vont être vues dans différents types d'emplois qui sont en lien avec la relation d'aide. Puis, tu sais, moi, dans mon bac en psychoéducation, je veux dire, mon expérience en camp a été, je ne veux pas parler contre mon bac, là, mais 10 fois plus marquante que certains milieux de stage. Là. Alors, c'est sûr. Plus formatrice, puis, tu sais, fait qu'effectivement, ça serait, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Je pense pas que c'est dénigrer ton bac. Je pense vraiment pas que c'est dénigrer ton bac de dire ça, honnêtement, parce que tu prends même une technique d'éducation spécialisée, demande aux gens qui ont eu une expérience en camp, dans un camp spécialisé ou non, dans un camp à besoin particulier, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps spécialisé, mais c'est sûr et certain que ces gens-là vont avoir eu des expériences aussi significatives, sinon plus qu'un stage. Là. Je veux dire, tu es dedans, puis tu t'apprends là-dedans. Et peut-être que même cette expérience-là de travail t'a donné complètement la piqûre pour l'éducation spécialisée. Et puis nous, je sais que, en tout cas, nous, on leur redit à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre sur votre CV que vous avez travaillé en camp à besoins particuliers. Certains emplois, ça va justement vous aider. Et puis pour répondre à ta question, François, je dirais que c'est un peu pareil que Charlotte. C'est au niveau du recrutement, je trouve ça de plus en plus dur parce qu'on voit qu'il y a encore quelques années, quand moi j'ai commencé ici, là, c'était comme on recevait des CV à la paie. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et année après année, je trouve que ça diminue. Donc, c'est sûr que les jeunes ont peut-être plus d'intérêt ailleurs ou
ou d'autres choses à faire. Mais je trouve que le recrutement, c'est un enjeu majeur parce que, comme l'a dit Charlotte, c'est sûr que nos campeurs, ben, ils ne deviendront pas nos moniteurs. Donc, c'est sûr que c'est compliqué de te dire j'ouvre pas parce que j'ai pas de staff ou parce que on annule des week-ends de répit parce que au dernier moment, ben, finalement, j'ai 2-3 staffs qui peuvent plus venir. C'est sûr que c'est vraiment une décision crève-cœur. C'est vraiment très dur comme chose à faire, mais effectivement, le recrutement, je trouve ça très compliqué à l'heure actuelle à gérer. Puis, je veux dire, moi, en tout cas, je pense pas nécessairement que c'est à cause des conditions salariales aussi. Mais des fois, c'est que le métier fait peur, mais je sais pas c'est quoi la solution non plus parce que dans les organisations de camps réguliers aussi, il y a des problèmes de recrutement. Qu'est-ce qui serait comme. Ça serait quasiment de. Là, on en jase dans quasiment tous les podcasts, mais c'est une vision de la profession en tant que telle. Puis, comme tu l'as si bien dit, Guillaume, d'être reconnu, cette formation-là, si elle était reconnue, l'expérience dans un camp à besoins particuliers, je suis convaincu que ça l'attirerait aussi des gens puis qui auraient l'information, hey, ben, si le gouvernement reconnaît ça, c'est parce qu'honnêtement, ça doit être une expérience qui va m'apporter beaucoup. Les gens sont influençables quand même parfois. Là. Non, mais tu sais, c'est sûr que si ça rentre dans une équation de parcours scolaire, là, Ben ça change la game. Là, tu sais, puis Ça devient logique de passer c'est pas parce que les gens seraient mal intentionnés et qu'ils feraient juste ça pour leur cursus scolaire, mais tu sais, non. ça changerait complètement la game. Ça, j'y crois pas, là, les gens qui font ça juste pour leur cursus. Mais je pense que aussi, ce qui est difficile, c'est de vendre, de vendre le camp de vacances en tant que tel, de dire tu vas partir de chez toi pendant un été, tu vas revenir quelques fois chez vous, mais la majeure partie de ton été, tu vas le passer autre que chez toi, alors que j'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent OK, ben, je pars le matin au travail, je rentre chez moi le soir, j'ai mes soirées. Il y a Maintenant, on fait beaucoup plus de concessions. Je trouve qu'avant, on doit gérer beaucoup avec le fait que je peux pas faire l'été au complet parce qu'il faut que je parte en voyage ou parce que j'ai ça, ça, ça. On s'adapte énormément aux candidats potentiels. Et juste comme ça, vous, c'est quoi la phrase qui est venue vous chercher pour aller travailler dans un camp? Je veux dire, comme sans nécessairement travailler tout de suite dans un camp c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été campeurs, mais qu'est-ce que l'organisation vous a dit pour faire comme hey, tu vas passer le meilleur été de ta vie, viens travailler, tu sais? Hey boy. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin Parce que moi, de ça a tout simplement été. Moi, ça a tout simplement été écoute, tu vas déménager au camp, puis tu vas vivre un été, le meilleur été de ta vie, puis j'étais comme ben, je veux dire, j'en ai vécu des étés vraiment cool, mais OK, j'embarque dans le trip. J'avais jamais animé d'enfants, puis aussitôt que j'ai eu les kids, là, ça a été une révélation. Là. Une autre affaire qu'on n'a pas parlé, c'est que je pense que les camps en besoins particuliers, ce que ça a de spécial, c'est que ça attire des gens qui n'ont pas le profil de travailler en camp nécessairement. Tu sais, moi, j'ai eu des jeunes en entrevue qui n'ont pas le profil d'animateur, ils n'ont pas le profil de personnes qui vont faire des parties le vendredi soir en jouant à. Tu sais, ils n'ont pas ce profil-là, puis ils arrivent, puis finalement, ils correspondent tout à fait à ce qu'on avait besoin. Tu sais. La relation d'aide, ça apporte quelque chose de différent, puis il y a vraiment de manière diversifiée d'être bon avec cette clientèle-là. Puis c'est pour ça que des fois, je sais que je dis beaucoup de choses en entrevue parce que je sais qu'il y a une chose qui va accrocher le candidat, puis que cette chose-là va varier, puis être tout aussi valable d'une personne à l'autre. Tu sais. Mais je te dirais que, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment amené, c'est de. Tu en as un peu parlé plus tôt, François, mais c'est vraiment de te dire que que tu as comme un impact sur la vie de la personne. C'est comme tu te dis, OK, je vais la côtoyer pendant un certain temps l'été, mais cette personne-là va peut-être se rappeler de moi pendant
pendant vraiment longtemps parce que je trouve ça vraiment, en fait, je trouve ça gratifiant parce que généralement, je trouve que souvent, on dit, et puis par le passé, quand je travaillais en France, j'avais souvent la réflexion de bah, Mathieu, tu passes de bonnes vacances, tu sais, tu vas faire une activité surf pendant 3 semaines sur le bord de la mer, c'est sûr que c'est facile, mais je trouve que le domaine des camps et des camps de vacances et des camps de jour, c'est plus pour certains, c'est dire oh, bon, on fait juste de l'amusement avec les enfants. Maintenant, il y a tellement de travail derrière que je trouve ça tellement gratifiant de te dire qu'à un moment, tu as pu changer la vie de cette personne-là. Et je trouve que C'est sûr. c'est vraiment magique pour ça. C'est de plus en plus valorisé chez les jeunes, l'impact qu'ils vont avoir. Tu sais. Juste avant de terminer, les amis, si vous aviez une phrase, elle peut être longue, là, mais pas trop. Si vous aviez une phrase à dire à un jeune animateur qui nous écoute présentement, qui hésite de travailler dans un camp régulier que dans un camp à besoin particulier. Admettons, il regarde 2 camps, il hésiterait. Il aurait besoin d'une phrase pour savoir que c'est la meilleure expérience d'aller dans un camp à besoin particulier. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que je dirais qu'il ne peut même pas s'imaginer tout l'apprentissage qu'il va faire. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. Puis tant qu'on n'a pas été en contact avec cette clientèle-là, on peut pas le savoir, mais je dirais d'essayer, de venir voir, puis que c'est sûrement qu'il va vouloir rester. Je ne peux pas croire qu'il ne voudra pas rester. Ben, moi, je dirais, viens rendre possible ce qui est pour beaucoup impossible. On parle vraiment, nous, avec une phrase qui est « rien n'est impossible ». Et c'est vrai, rien n'est impossible. On l'adapte, c'est sûr, mais ouais, j'irais vraiment sur le côté que rien n'est impossible et puis viens voir ce que c'est. Parce que c'est sûr qu'on a beau te le vendre, si tu ne viens pas essayer un camp à besoin particulier, il faut l'essayer. Après, je voudrais juste dire, nous, je pense que c'est l'année passée, 2018, on a eu une équipe de tournage qui est venue faire un film sur le camp et qui retrace vraiment en fait la réalité d'un moniteur au Camp Papillon pendant son été. Donc vraiment, pour ceux et celles que ça intéresse, allez voir ce reportage. C'est Camp Papillon, un été de rêve. Et ça retrace vraiment c'est quoi la réalité d'un moniteur chez nous dans un camp à besoin particulier. C'est excellent. C'est excellent. Je conseille à tout le monde d'aller voir ça. Un gros merci. Merci énormément. C'est passé vite. À vous. Ben ouais. Gros merci. Merci de l'invitation. C'était super intéressant. Ce ne sera pas le dernier épisode, je pense, là-dessus. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un autre épisode sur les camps à besoin particulier. Donc, si vous voulez, vous pouvez quitter là, avec François. On vous dit à bientôt. Donc, on se dit, on lâche pas. Donc, vous pouvez quitter la conversation là, avec François. On va finir l'épisode. Okay, bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée à vous. Bye bye. Salut. Yes. Avec 2 personnes vraiment très inspirantes, puis on le sent, là. On le sent qu'ils ont vraiment comme apporté beaucoup de changements dans les vies de ces personnes-là. Autant que ça leur a touché eux qui reconnaissent le positif de l'expérience de tout ça. Là. Exact. En tout cas, pour terminer justement un peu sur l'avenir du podcast, inquiétez-vous pas, on va en faire d'autres. Oui, c'est sûr. On a besoin c'est sûr. Que nos organisations aillent mieux. Aillent mieux. Ils vont bien, nos organisations. C'est juste qu'il faut qu'on mette tout en place pour qu'il y ait ce qu'il y a de plus précieux pour nous, je crois, la réalisation de nos activités de camp. Donc, merci beaucoup de nous suivre en grand nombre. Puis, je pense que je vais un petit peu m'ennuyer, Guillaume. Mais on se dit à la prochaine, c'est pas fini. Là. Oh, oui. C'est bon. À très bientôt. Salut.